c'est ça en fait la définition intuitive. La première définition, c'est des bases de données. Quand on parle des bases de données, alors il se compose de deux mots. Il y a la base, il y a les données. Ça veut dire quoi? La base, c'est une plateforme ou bien c'est un plateau. D'accord? C'est une plateforme qui contient quelque chose. D'accord? Et quand on dit en fait base de données, c'est-à-dire une plateforme qui contient des données, c'est ensemble de données. C'est comme on parle par exemple de la bibliothèque. La bibliothèque, la bibliothèque par exemple de Life.ht, c'est une base des livres. C'est une plateforme qui contient les livres. D'accord? Ça, c'est par exemple, la base, la bibliothèque. La bibliothèque, c'est une base des livres. Quand on parle en informatique des bases de données, c'est-à-dire c'est une plateforme qui contient, euh, qui contient, qui contient des données. Mais ces données-là, elles doivent être structurées. Alors, c'est ensemble organisé. Il y a une sorte de structuration. Quand on rentre, par exemple, dans la bibliothèque, les livres, ils sont bien organisés. On trouve en fait des rayons sur la bibliothèque. On trouve par exemple le rayon par exemple, si pour la spécialité, alors si je trace ici par exemple la bibliothèque par exemple, il est comme ça. Nous avons des rayons, d'accord, ça ce sont des rayons. Alors, ce rayon-là par exemple, c'est pour les mathématiques, celui-là c'est pour les physiques, celui-là c'est pour la chimie par exemple, et ça, par exemple, c'est pour l'informatique. D'accord? Alors, il y a des rayons. C'est comme dans un magasin, dans un supermarché, magasin par exemple. Alors, vous avez le rayon des aliments, vous avez le rayon pour l'électroménager, vous avez en fait le rayon pour le nettoyage, etc. Les choses, ou bien les livres, ou bien les produits pour un magasin, ici quand on parle de la bibliothèque, nous avons des livres. Et ces livres-là, ils sont organisés. Ils sont, bien sûr, les livres, ils sont sur la bibliothèque et ils sont organisés. Il y a une sorte de structuration. Pourquoi la structuration? La structuration, en fait, elle est faite pour simplifier ou bien pour faciliter la recherche. Si je cherche un livre des mathématiques, je vais directement sur le rayon des maths. Par contre, imaginez-vous en fait que dans une bibliothèque, nous avons des livres de maths, de physique, de chimie et de l'informatique. Ils sont dans des endroits, en fait, ils sont mélangés. Un livre de maths, c'est à côté d'un livre de physique. Un livre de physique, c'est à côté d'un livre de l'informatique. Là, en fait, quand vous arrivez dans la bibliothèque, dans ce cas-là, et vous demandez un livre de mathématiques, le monsieur qui travaille sur la bibliothèque, il va prendre beaucoup de temps pour aller chercher votre livre de mathématiques. Pourquoi? Parce que le livre de mathématiques, en fait, il n'est pas en fait la manière avec laquelle nous avons déposé les livres, et il n'est pas organisé. D'accord? Dans votre chambre, par exemple, s'il est organisé, par exemple, les vêtements de l'hiver dans un endroit, de l'été dans un endroit, les livres de première année dans un endroit, de deuxième année dans un endroit. S'ils sont bien structurés, quand vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver rapidement. Par contre, si vous avez c'est-à-dire mélangé tout ce que vous avez dans votre chambre, alors dans ce cas-là, vous trouvez en fait de mal, vous allez en fait faire beaucoup de temps pour chercher un objet. D'accord? Et en plus que ça, dans le rayon des mathématiques, par exemple, dans la bibliothèque, bien sûr, comme ça, en fait, nous avons ça, c'est le rayon des mathématiques. Il est divisé, par exemple, en quatre parties. D'accord? Ça, c'est pour les livres de première année. Ça, c'est pour les livres de deuxième année. Ça, c'est pour troisième année. Ça, c'est pour quatrième année. D'accord? Ou bien, une partie pour l'analyse 1, l'analyse 2, l'algèbre 1, l'algèbre 2. D'accord? La même chose pour la physique, la même chose pour la chimie, la même chose pour l'informatique. Et ça, en fait, c'est une sorte d'organisation ou bien de structuration. Quand je parle de l'organisation ou bien de structuration, c'est-à-dire c'est d'adopter une organisation ou bien une structure pour déposer les objets. Pourquoi on fait comme ça?
c'est pour en fait simplifier la recherche de ces objets-là. Je reviens aux données. Quand on parle de la donnée, ça veut dire quoi la donnée? Alors, quand on parle de base de données, en fait, comme ça, c'est comme la bibliothèque, il contient en fait des données. D'accord? Ces données-là, par exemple, c'est la liste des étudiants de BCG, licence de chaque étudiant, numéro de téléphone, etc., etc. Tout ça, il s'appelle des données. D'accord? Les noms des professeurs, les noms des départements, les noms de personnel de l'administration, tout ça, il s'appelle en fait des données, une donnée. D'accord? Quand on parle d'une donnée, par exemple, je considère un tableau comme celui-là. Alors, pour un tableau des étudiants, ça, c'est un tableau de l'étudiant. Alors, un tableau d'étudiant, il contient en fait le nom, ça c'est le nom, ça c'est le prénom, ça c'est la date de naissance, ça par exemple c'est la spécialité. D'accord? Monsieur AA, son prénom c'est BB, sa date de naissance c'est 2000 par exemple. Alors la spécialité c'est BCG, H4 par exemple. D'accord? Alors ça, il s'appelle, ça, ce sont des données. D'accord? Imaginez par exemple le cas de l'IFST. Le cas de l'IFST, il a des données. Et ces données-là, elles sont regroupées, elles sont organisées de telle manière à faciliter la recherche. D'accord? Donc, pour la table des étudiants, on ne doit pas la mélanger avec la table des professeurs. C'est-à-dire, les données des étudiants, il ne faut pas les mélanger avec les données sur les professeurs. Il ne faut pas les mélanger avec, en fait, les données sur les locaux, c'est-à-dire les salles que nous avons, etc. La salle 1, la salle 2, l'amphi 1, l'amphi 2, etc. Il ne faut pas le mélanger aussi avec, donc, ça c'est le professeur, et ça c'est le personnel de l'administration. D'accord? Tout ça, en fait, il y a des données ici, il y a des données ici, il y a des données ici. Alors, l'ensemble de tout ça, il s'appelle par exemple une base de données. C'est ensemble de données qui sont structurées. C'est comme les colonnes dans une bibliothèque. Ça, c'est une bibliothèque. Alors, ça, c'est une base qui contient un ensemble de données. Et ces données-là, elles sont structurées de telle manière à simplifier la recherche ou bien à simplifier aussi le traitement. D'accord? Par la suite, on va voir, ça veut dire quoi? Le traitement. Ça veut dire quoi le traitement, par exemple? Nous avons ici, en fait, des données. C'est le BCG. Il y a aussi le MIP-C. Il y a un troisième étudiant, c'est le BCG, mais cette fois-ci, c'est S2. Et tout ça, ce sont des données. Par exemple, ça veut dire quoi le traitement? Le traitement, c'est la recherche d'une information. Afficher, c'est quoi les étudiants qui font le BCG S4. Donc ici, nous allons parcourir le tableau HADA et on va chercher le premier étudiant. Est-ce que sa spécialité est BCG S4? Oui. Donc, celui-là, il fait partie de ce que je cherche. Celui-là, c'est le MEPC, donc je ne cherche pas celui-là. Ça, c'est BCG, oui, mais c'est S2, donc je ne cherche pas celui-là. Donc, le traitement, c'est d'appliquer des opérations sur les données. D'accord? Que ce soit la recherche, que ce soit la recherche d'une information, que ce soit la modification, etc. Tout ça, il s'appelle des opérations ou bien le traitement qu'on applique sur les données. D'accord? Donc, ce traitement-là, ou bien la recherche ce traitement-là qu'on applique sur les données, ou bien la recherche de l'information, il faut en fait que cette opération-là soit rapide. Pour que cette opération-là soit rapide, il faut que l'ensemble des données que j'ai sur une base de données, il faut qu'il soit bien structuré. C'est la même chose pour la bibliothèque. Si nous avons des livres qui ne sont pas structurés, qui sont mélangés, là, nous avons le problème pour faire le traitement. Ça veut dire quoi le traitement? C'est d'aller chercher un livre. D'accord? Je me présente devant le comptoir de la bibliothèque, je donne ma carte d'étudiant, je demande par exemple le livre de l'algèbre, par exemple 1.
Voilà, qui s'appelle par exemple le chemin vers l'algèbre. Alors, le monsieur qui travaille sur la bibliothèque, il va directement aller sur le casier, d'accord? Et il va aller récupérer en fait le livre ici. Donc, celui-là, il s'appelle le fait d'aller chercher le livre, ramener le livre, ça, il s'appelle une opération ou bien un traitement qu'on applique sur la bibliothèque. La même chose pour une base de données, c'est ensemble de données qui doivent être structurées, c'est-à-dire à faciliter la recherche de la donnée. Quand je cherche une donnée, il faut que je la trouve rapidement. D'accord? C'est ça l'objectif de la base de données. On parle en général de base de données. D'accord? C'est une base. Donc, c'est une plateforme. De quoi? De données. Il contient des données. Le nom d'un étudiant, c'est une donnée. Son prénom, c'est une donnée. Sa date de naissance, c'est une donnée. Sa spécialité, c'est une donnée. Est-ce qu'il a validé? Est-ce qu'il n'a pas validé? Ça, c'est une donnée. Il faut que l'ensemble de ces données-là soit bien structuré afin de faciliter et le traitement et la recherche. Donc, je continue. Ça, c'est... Alors, pardon. On appelle base de données un ensemble structuré organisé permettant le stockage. Le stockage, c'est le fait d'ajouter des données. J'ajoute un nouveau étudiant qui vient d'être inscrit en première année. Celui-là, il s'appelle le stockage. J'ai ajouté. Donc, organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation. Pourquoi la base de données? J'enregistre les données, je stocke les données, j'ajoute des données, je supprime des données qui sont inutiles. C'est quoi l'objectif? C'est de les exploiter, d'exploiter en fait l'ensemble des données. Parce que pourquoi j'ai enregistré les données? C'est pour les exploiter. D'accord? Alors, une base de données informatisée, c'est ensemble structuré de données, quand on parle de la structuration, bien de l'organisation, c'est clair. Donc, c'est ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur. Quand on parle d'un support, ça veut dire une mémoire, d'accord? Un support, c'est une mémoire. Donc, c'est ensemble structuré de données enregistrées sur des mémoires, que ce soit disque dur, que ce soit CD-ROM, que ce soit clé USB, etc. Tout ça, en fait, c'est ce qui s'appelle des supports. Enregistrés sur des supports accessibles par l'ordinateur. Yani, il faut que l'ordinateur peut lire les mémoires. Représentant des informations du monde réel et pouvant être interrogées. Interroger, c'est-à-dire le traitement. Interroger quelque chose, interroger quelqu'un, c'est lui poser des questions. D'accord? Pourquoi la base de données? C'est pour lui poser la question. Par exemple, ici, dans l'exemple que j'ai mis ici, ça c'est ensemble des données des étudiants, des professeurs, des locaux et de personnel. Par exemple, l'exemple de l'interrogation que je peux faire à cette base de données, c'est affichez-moi les étudiants qui font le BCG S4. Ou bien, affichez-moi les étudiants qui ont plus de 20 ans. Alors ça, c'est une question. Affichez-moi les étudiants dont le nom, le prénom, c'est Ibrahim, par exemple. Donc ici, l'ordinateur, il va répondre à nos questions. Je pose les questions et l'ordinateur, il répond à mes questions. Et ça, il s'appelle l'interrogation d'une base de données ou bien un traitement sur une base de données. Ça s'appelle aussi en fait la recherche. Je cherche une information, je cherche les étudiants qui ont plus de 20 ans ou bien les étudiants qui n'ont pas validé cette année ou bien les étudiants qui ont validé, etc. etc. Donc, c'est là, il s'appelle l'interrogation. Donc, voilà, c'est ensemble structuré des données enregistrées sur des supports accessibles par ordinateur, représentant des informations du monde réel et représentant des informations du monde réel. Yani, ça reflète, à les données à dos, ça reflète ce que nous avons sur la vie réelle. D'accord? Sur la vie réelle, monsieur X, il est inscrit à la FST de Benimela. Ça, c'est une donnée de monde réel. Ça, c'est une donnée de monde réel. On l'enregistre sur du support, en fait, du support physique, ou bien sur une base de données, ou bien sur une mémoire.
représentant des informations du monde réel et pouvant être interrogées. Je parle de l'interrogation, donc si je pose des questions, et mises à jour par une communauté d'utilisateurs. Donc la mise à jour, c'est la modification. C'est changer la note, ajouter, faire les délibérations, ajouter un étudiant, supprimer un étudiant. Tout ça, ça s'appelle des mises à jour, c'est-à-dire les modifications. Ou bien l'ajout de la donnée, ou bien la suppression de la donnée. C'est là, il s'appelle la mise à jour, ou bien la modification. Donc, ANIS-GBD. Maintenant, quand on parle d'ANIS-GBD, donc, nous avons parlé en fait d'une base de données. Alors, maintenant, pour le SGBD. La gestion et l'accès à une base de données sont assurés par un ensemble de programmes qui constituent le système de gestion de base de données. Un SGBD s'appelle le système de gestion de base de données. Un SGBD, c'est un logiciel, d'accord, ou bien c'est un ensemble de programmes permettant l'ajout, la modification, la recherche, l'interrogation et la suppression de données. Donc, ici sur cette base de données-là, alors parce que celui-là c'est une base de données, donc celui-là s'il a par exemple, il est enregistré sur un disque dur ou bien sur une mémoire, tout ça. Donc celui-là, il est enregistré sur une mémoire, d'accord. Mais pour lire ces données-là, ou bien pour d'abord, nous avons créé la base de données, d'accord. Nous avons créé les tableaux. Chaque tableau, il contient une structuration sur un type de données. D'accord? Ça, ce sont des étudiants, des professeurs, des locaux, etc. Donc, tout ça, ces opérations-là, de la création de bases de données, de la création des tables, de l'ajout des étudiants, suppression des étudiants, faire une interrogation, etc., celui-là, il est géré par un programme. D'accord? Un programme qui s'appelle le SGBD. Sur un ordinateur, on utilise un SGBD pour le traitement de la base de données, yani toutes les opérations qu'on peut appliquer sur une base de données. Mais la création de base de données jusqu'à l'interrogation et jusqu'à en fait le traitement d'une base de données. D'accord? Donc un SGBD, c'est une interface, celui-là. C'est un logiciel, c'est comme par exemple Access, Microsoft Access. Donc, je vais voir est-ce qu'il est installé ici. Donc, celui-là, c'est un SGBD. Il s'installe avec l'Office. Quand j'installe Word, Excel, alors ce SGBD-là, il est installé avec ce SGBD-là, il est installé avec les autres logiciels qui vont avec Office. Il va avec Word, il va avec Excel, PowerPoint, tout ça en fait c'est un seul package de Office. Ça c'est un exemple. D'accord? Un exemple que nous allons aussi utiliser, il s'appelle en fait le Access. D'accord? Alors ça c'est un logiciel qui permet en fait la création d'une base de données. Et ce logiciel-là, il est installé dans un système d'exploitation, à savoir par exemple Windows 10. D'accord? Alors ça, en fait, c'est un système d'exploitation sur lequel on installe un SGBD. Et ce SGBD-là, c'est pour le traitement des données. L'utilisateur, si vous, là, vous êtes ici. Vous faites la communication avec le système d'exploitation pour installer le SGBD. Et quand le SGBD il est installé, d'accord, là, je peux créer une base de données. D'accord? L'exemple de l'écran que vous voyez devant vous, donc ça, voilà, ça, c'est Windows. D'accord? Ça, c'est Windows. Donc, j'ai ici, en fait, je clique, je supprime, etc. Alors, ici, en fait, sur celui-là, nous avons installé le SGBD. Celui-là, c'est le SGBD Access. D'accord? Ça, c'est le Access. Et là, en fait, à partir de là, je peux créer une base de données. Créer une base de données. Celui-là, on va le voir, en fait, on va le voir sur les TP. Comment créer une base de données? D'accord? Comment créer une base de données? Comment ajouter des tables? Parce que nous avons dit, en fait, une base de données, elle contient un ensemble de tableaux. Bien,
bien structuré. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que le SGBD, c'est un logiciel, c'est un ensemble de programmes qui permet de gérer une base de données. D'accord? D'abord, on a le côté informatique, parce que je suis en train d'expliquer le SGBD. Mais la conception d'une base de données. Donc, le SGBD, c'est un logiciel, ou bien c'est ensemble de programmes qui s'installe sur un système d'exploitation à créer et gérer une base de données. Création et gestion d'une base de données. Alors, donc, un SGBD, c'est un ensemble de programmes permettant l'ajout, la modification, le traitement, la recherche et la suppression des données. Tout ça, ça s'appelle un traitement d'une base de données. Alors, la plupart des SGBD fonctionnent selon le modèle client-serveur. Le serveur reçoit les requêtes de plusieurs clients et ceci de manière concurrente. Le serveur analyse la requête, la traite et retourne le résultat au client. Ça veut dire quoi le système client-serveur? Un client-serveur, je vais donner un exemple sur le client-serveur. Ça veut dire quoi un client-serveur? Donc, nous avons dit en fait l'architecture des SGBD, de la majorité des SGBD, ils sont en fait sous forme client-serveur. Ça veut dire quoi l'architecture client-serveur? Alors, toujours en fait, on trouve en fait un serveur distant. Exemple, par exemple, de Facebook. Facebook, c'est un serveur. D'accord? Quand on parle de Facebook, c'est un serveur. Et nous, on fait celui-là. Alors, ce serveur-là, il est connecté, en fait, à ce qu'on appelle Internet. Et nous sommes des clients. Voilà le client 1, le client 2. Ça, c'est le client 1. Alors, celui-là, c'est le client 2, etc., etc. Ça, c'est le client N. D'accord? Donc, le système, là, en fait, je suis en train d'expliquer l'architecture client-serveur. Ça veut dire quoi? En fait, client-serveur. Alors, je prends l'exemple de Facebook. Facebook, c'est une grande machine. D'accord? C'est pas comme les machines que nous avons. Donc, c'est une grande machine qui a des bonnes caractéristiques et ça peut être en fait plusieurs machines qui sont en parallèle. Et l'ensemble, il fait en fait un seul serveur. Le serveur, il s'appelle le Facebook, par exemple. Alors, le client, moi et vous, en fait, vous avez tous un compte sur Facebook. D'accord? Mais comment vous avez ce compte-là? Alors, je suis ici, je suis connecté à Internet. La première des choses, en fait, c'est que je dois me connecter à Internet. D'accord? Je dois aller chercher, en fait, je tape ici, donc facebook.com. Alors là, en fait, ma requête, une demande ou bien un ordre. J'envoie un ordre. Quand j'y clique ça et je mets en fait entrée, alors ici, en fait, j'envoie un ordre sur Internet. Alors, et cet Internet, il va le rediriger vers Facebook parce que j'ai demandé le Facebook. D'accord? Quand je rentre sur Facebook, je vais en fait créer un compte. Je donne un ordre de création de compte. Alors, le serveur, il me demande, c'est quoi votre nom, votre prénom, la date de naissance, etc., le numéro de téléphone, etc., etc. D'accord? Quand je rentre ces informations-là, je clique sur le bouton créer. Alors ça, en fait, c'est un ordre. Alors, je donne des ordres et Facebook, en fait, ce serveur-là, il exécute mes ordres. Alors, s'il vous plaît, le micro. J'ai dit en fait l'architecture client-serveur, c'est que en fait le serveur il est connecté à plusieurs clients. Les clients ils donnent des ordres. Le client il donne des ordres et le serveur il répond aux ordres du client. D'accord? C'est comme on est sur un café. On est des clients sur un café ou bien un restaurant. Il y a un serveur, un monsieur qui tourne entre les tables. Alors, j'appelle le monsieur et je lui donne un ordre. Je veux par exemple le plat tel, ou bien je veux un café, ou bien je veux le jus tel, d'accord? Je donne cet ordre-là au serveur. Alors, le serveur, il va aller exécuter l'ordre. Il va aller chercher ma commande. Je lui donne la commande ou bien l'ordre, et lui, il va aller chercher ma commande. C'est ça, en fait, l'architecture client
serveur. Alors, maintenant, je vais revenir au SGBD. Nous avons dit, en fait, le SGBD, il fonctionne suivant, en fait, l'architecture client-serveur. Ça veut dire quoi, client-serveur? Ça veut dire, en fait, que le SGBD, normalement, il est installé sur un serveur, d'accord? Le système de gestion de base de données, le SGBD, il est installé sur un serveur et plusieurs personnes, ils sont connectés, en fait, à cette base de données. Alors, je vous donne exemple de l'IFST. Exemple de l'IFST. Je suis ici en fait sur l'IFST. Alors, quand je tape FST, donc quand je tape www.fst.fst, quand je tape celui-là, quand je tape sur entrée, là j'ai donné un ordre. Et qui a exécuté cet ordre? Qui m'a affiché en fait cette page-là? C'est le serveur de l'IFST. C'est une machine centrale, d'accord? Alors je suis un client connecté à Internet. Il y a ici en fait un serveur de l'IFST, c'est-à-dire une grande machine qui appartient à FST et qui contient en fait les informations et les données, qui contient une base de données sur l'IFST, tout simplement. D'accord? Ça, j'ai donné un ordre. Alors, je reviens aussi en fait pour, voilà ici en fait, espace étudiant. Quand on clique sur espace étudiant, d'accord? Accéder à mon espace. Donc ici, voilà, moi, j'ai pas d'espace étudiant. Alors, quand vous cliquez sur accéder à mon espace, vous donnez un ordre. Le serveur, il va vous demander votre adresse mail et votre mot de passe. Le serveur, il va vous demander en fait votre nom utilisateur ou bien votre adresse mail et votre mot de passe. Et par la suite, quand vous renseignez ces informations-là, le serveur de l'IFST, il vous affiche votre espace personnel. Votre espace personnel, il contient les notes, il contient des documents, il contient toutes les informations, par rapport à vous et pas pour autre personne. D'accord? Alors, vous êtes l'étudiant 1, l'étudiant 2 jusqu'à l'étudiant N. Tous ces étudiants-là, ils ont accès à une base de données que nous avons au niveau de l'IFST. Cette IFST-là, il a une base de données, c'est-à-dire un ensemble des tableaux. D'accord? Il y a une table qui s'appelle étudiant, il y a une table qui s'appelle professeur, il y a une table qui s'appelle les locaux, par exemple, il y a une table qui est pour la scolarité, etc. Alors, quand vous accédez à votre espace, vous êtes sur cette table-là, vous voyez en fait ce que nous avons sur cette table-là, et plus précisément, en fait, vous voyez seulement votre ligne. Vous ne voyez pas les lignes d'autres étudiants. Vous voyez seulement en fait votre ligne, c'est-à-dire ce sont des informations. Alors, et si vous remarquez ici sur l'espace étudiant, quand je fais accès à mon espace étudiant, d'accord, ici en fait le serveur, il répond rapidement. Même si en fait nous avons ici plusieurs étudiants, des milliers et des milliers d'étudiants, il trouve en fait rapidement votre espace. D'accord? Pourquoi? Parce que les données, ils sont structurées. J'ai une base de données. C'est ça en fait l'avantage de la structuration de données. Votre donnée, il est dans un table bien reconnu par le serveur, d'accord? Et il contient des informations. Quand vous renseignez en fait votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, alors là, le serveur, il va vous ramener directement vers votre espace. Pourquoi? Parce que les données, ils sont structurées. Sur la base de données de l'IFST, les données, ils sont bien structurées. On ne fait pas beaucoup de temps. Je clique, je tape le nom utilisateur et le mot de passe, directement votre espace. Il affiche directement votre espace. Donc ici, la recherche, il est rapide. Pourquoi il est rapide? Parce que les données, elles sont bien structurées. Je reviens à l'SGBD. L'SGBD, en fait, j'ai dit en fait, il est c'est le client-serveur. Ça veut dire que les clients, ils sont à distance. Parce que la base de données, par exemple, de l'IFST, on ne peut pas la mettre sur les disques durs des clients. D'accord? Les informations sur les clients ne sont pas du client 1, il n'est pas enregistré chez le client 1. Les données sur le client 2 ou bien sur l'étudiant 2,
Ils ne sont pas enregistrés sur client 2. Donc, toutes les données, ils doivent être sur une même place pour ne pas avoir plusieurs versions. Parce que si vous avez, par exemple, des données sur votre PC, d'accord, vous avez modifié, etc., les données, alors ici, l'IFST, il ne sera pas, en fait, il ne va pas, en fait, être au courant que vous avez modifié les données. D'accord? Pourquoi, en fait, on fait la centralisation? Pourquoi client-serveur? C'est pour que les données soient sur une même place, sur un même serveur. Et ce serveur-là, il est accessible par plusieurs clients, ce qu'on appelle aussi la centralisation des données. C'est ça, en fait, l'avantage du client-serveur. C'est la centralisation des données. Quand on centralise les données, ça veut dire quoi centraliser les données? Toutes les données, elles sont sur un seul endroit. C'est-à-dire qu'il y a la base de données de l'IFST, de Bnimlel. D'accord? Toutes les données, elles sont centralisées sur un même endroit. C'est pour, en fait, avoir toujours la bonne et la dernière version. Pour ne pas avoir, en fait, à chaque fois des modifications, etc. etc. Même si le serveur, l'IFST, il n'a pas le droit de créer plusieurs bases de données. Il a le droit de créer une seule base de données pour ne pas, ça c'est pour ne pas avoir plusieurs versions. Toujours la dernière version que nous avons, c'est bien celle-là. Et tout le monde, il a accès en fait à la même base de données. Ça c'est un premier avantage de la centralisation de données. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait la sécurité, quand je mets toutes les données sur un même endroit, c'est facile de sécuriser si je sécurise cette zone, donc c'est bon, les données elles sont bien sécurisées. D'accord? Par contre, si les données elles sont dans plusieurs endroits, ici, 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 là, pour faire la sécurisation du système ou bien de la base de données, il faut sécuriser en fait tous les endroits. Ici, en fait, je la mets sur un même endroit pour faciliter, pour que la tâche de la sécurité soit moins coûteuse, moins chère. Donc, j'avance. Donc, la plupart des SGBD fonctionnent selon un mode client-serveur. C'est-à-dire, le SGBD il est installé sur le serveur et les clients, ils se connectent en fait à ce seul serveur. Donc, toujours, voilà le client-serveur. Ça, nous avons toujours, en fait, le SGBD, toujours, il est installé. Regardez, ça, c'est le SGBD. Il est installé sur le serveur. Et ce serveur-là, il contient une base de données. Cette base de données-là, en fait, il contient des informations, diverses informations. Que ce soit les informations sur les clients, d'accord? Que ce soit les informations, en fait, sur d'autres choses. À savoir, par exemple, quand je rentre sur Wikipédia, alors là, je suis un client. Les informations de Wikipédia, elles ne sont pas dans mon ordinateur. Elles ne sont pas en client. C'est-à-dire les informations de Wikipédia, je suis ici. Les informations de Wikipédia, elles ne sont pas ici. Elles sont sur un serveur, une base de données à distance. D'accord? Je suis un client. Je demande Wikipédia comme ça. Je rentre. Alors ici, le serveur de Wikipédia, il m'a répondu. D'accord? Alors, il m'affiche la page d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez le français, l'arabe, l'espagnol, etc. Je clique par exemple sur l'arabe et il m'affiche les informations sur l'arabe. D'accord? Bon, il a changé la langue ici et je mets ici en fait la recherche. Je vais faire le français. Donc, il m'affiche une page d'accueil. Pour expliquer, ça veut dire quoi Wikipédia, quand est-ce qu'elle a été créée, etc., etc. Le nombre d'articles que nous avons, les contributeurs enregistrés actifs, c'est-à-dire des gens qui déposent les données sur Wikipédia. Alors, quand je tape par exemple base de données, donc je tape base de données. Alors, je suis un client, quand je cherche base de données, alors ici, il m'affiche une page dans la base de données. Alors, regardez ici, en fait, sur Wikipédia, qu'est-ce qu'il contient Wikipédia? Alors, Wikipédia, il contient 2 millions d'articles. 2 millions d'articles, c'est-à-dire 2 millions de pages. D'accord? 2 millions de pages. Quand je fais, regardez, dans les 2 300 000 pages,
Quand je tape base de données, base de données, automatiquement, facilement, c'est-à-dire rapidement, il m'affiche un article, une page ou bien un article sur les bases de données. Et cet article-là, c'est l'article parmi les 2 300 000 articles. Donc ici, les données ils sont vraiment bien structurées. Parce que si j'attends à chercher cet article-là parmi les 2 300 000 articles, il va faire toute la journée en fait pour trouver cet article. D'accord? Donc, Wikipédia, ils ont une base de données bien structurée. Bien structurée, on va parler en fait de comment structurer ou bien comment organiser une base de données. D'accord? On va voir ça par la suite. Donc, je reviens, j'ai dit en fait un client, il y a un serveur. Un client en fait, il donne des ordres, le serveur, il répond. Je suis en fait un client, Wikipédia, c'est un, ou bien Facebook, ou bien Life Studio Benimillet, tout ça, ce sont des serveurs. Quand je demande quelque chose, je donne un ordre. Et le serveur qui contient le matériel, qui contient un SGBD installé, et dans cette SGBD, il y a une base de données. Parce que cette base de données-là, elle a été créée par un SGBD, par un logiciel comme Access, d'accord? Une base de données créée par un logiciel dans un serveur. Et ce serveur-là, il contient, dans ce serveur, nous avons installé le SGBD, et grâce à ce SGBD-là, nous avons créé une base de données. Et tout ça, il est connecté à Internet pour que tout le monde soit, en fait, et là, un accès direct, quel que soit en fait son endroit. Que ce soit sur, par exemple, pour Life Studio Benimlel, pour le site de Life Studio Benimlel, que ce soit je suis sur Benimlel ou bien Marrakech ou bien Rabat, j'ai accès. Pourquoi? Parce que tout ça, il est connecté à Internet. Donc, toujours dans le SGBD, afin de résoudre les problèmes causés par les démarches classiques, objectifs principaux ont été fixés au SGBD. Les démarches classiques, c'est-à-dire c'est moins de structuration. Il n'y a pas de structuration. Et quand les données ne sont pas structurées, là, nous avons de mal à faire la recherche ou bien à faire l'interrogation d'une base de données. Alors, donc, pourquoi le SGBD est efficace? Pourquoi les logiciels qui permettent de créer une base de données, pourquoi ils sont efficaces? Parce qu'ils ont en fait des procédures qu'ils ont appliquées pour dépasser la procédure classique, la démarche classique. La première procédure, c'est l'indépendance physique. C'est une règle à respecter par les SGBD. C'est pourquoi en fait ils sont efficaces. Donc, il y a l'indépendance physique. Ça veut dire quoi l'indépendance physique? Ça veut dire que les données sont définies indépendamment des structures de stockage utilisées. Ils sont définis indépendamment de type de stockage utilisé. C'est-à-dire que ce soit, c'est-à-dire ces données-là, je peux les mettre sur le CD-ROM, je peux les mettre sur la clé USB, je peux les mettre sur le disque dur. Les données, ça change pas. D'accord? Je crée la donnée, quel que soit le support ou bien le type de mémoire qui supporte cette donnée-là, ou bien dans lequel j'ai enregistré la donnée, cette donnée-là, il n'est pas, c'est la même, d'accord? Il n'est pas, c'est pas une donnée différente. Ça veut dire que si je change le support ou bien la mémoire, la donnée, en fait, il est toujours la même, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'indépendance physique. L'indépendance logique. Un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. C'est l'indépendance logique. L'indépendance logique adoptée par les SGBD, ça veut dire un ensemble de données, ils peuvent être vus différemment par des utilisateurs différents. Exemple. Alors, je vous donne par exemple, je considère une donnée par exemple, un tableau, par exemple, qui contient les notes des étudiants. D'accord? Alors ici, en fait, par exemple, c'est le nom, ça c'est le prénom, ça c'est la matière, ou bien le module, et ça c'est la note. D'accord? Je considère le module, par exemple, c'est la biochimie. Biochimie. Donc, je considère 4 étudiants. Par exemple, c'est AA.
Ça, par exemple, ce sont des noms des étudiants. D'accord? Alors, le premier étudiant, par exemple, il a 11. Le deuxième, il a 19. D'accord? Le quatrième, par exemple, il a 3. Et le dernier, par exemple, il a 1. Alors, si je vous pose la question par rapport à ces notes-là, alors ça il s'appelle des données. Je n'ai pas analysé. D'accord? Ça, il s'appelle la donnée. Quand je passe à l'analyse de la donnée, à partir de ce tableau-là, est-ce qu'on peut déduire des informations? Est-ce qu'on peut déduire quelque chose à partir de ce tableau-là? Si vous faites votre propre analyse. Les personnes qui ont validé ce module. Voilà. La première information, c'est que 50% c'est validé, 50% c'est non validé. Et si je vous pose la question, par rapport à ce module-là, est-ce qu'il est difficile ou bien est-ce qu'il est facile? Ou bien, est-ce que les étudiants, ils ont compris ou bien ils n'ont pas compris le module? Ça, c'est là, en fait, ça s'appelle une information. D'accord? Une autre information, c'est que, voilà, 50% ils ont compris, 50% ils n'ont pas compris. D'accord? Alors, ce monsieur-là, ce dernier monsieur-là, c'est quoi son analyse? Le monsieur, qu'est-ce qu'il va dire? Le dernier monsieur, il a 0,1. Il va dire que le module, il est difficile. D'accord? Il va dire que le module, il est difficile. D'accord? Ou bien il va dire en fait que le professeur, il est méchant. Ou bien, sur le 0,1, il va dire en fait que le monsieur, il m'a donné 0,1. Le professeur, il m'a donné 0,1. D'accord? Et celui en fait qui a 19, il va dire en fait que c'est moi que j'ai 19. Vous voyez, il y a plusieurs analyses. Alors, le monsieur qui a 19, voilà, le monsieur qui a 19, il va dire que ce module, donc le monsieur qui a 19, donc c'est celui qui a 0, qui a 1, donc il y a 1. Alors celui qui a 19, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire en fait que le module, alors celui-là, il a dit que le module, il est difficile. Alors celui-là, il va dire que le module, il est facile. Mais facile. Voilà, le professeur, il est normal, il est correct, il a bien expliqué, il a donné un examen au niveau, etc., etc. D'accord? Alors ça, ce sont des données. J'ai pas analysé. Donc, si ce sont des données, j'ai mis des données comme ça en brut. Si ce sont des données en brut, sans analyse. D'accord? Mais quand je viens à l'interprétation ou bien à l'analyse, je trouve plusieurs logiques. Voilà la première logique, la deuxième logique, la troisième logique, c'est-à-dire, et ce sont des logiques qui sont différentes. D'accord? Donc, parmi les points qui doit être, le micro s'il vous plaît, le micro. Alors, parmi les points en fait qui doivent être respectés par le SGBD, c'est l'indépendance logique. Ça veut dire quoi l'indépendance logique? Ça veut dire que le SGBD, il doit en fait me donner des tables ou bien des données sans analyse. Je ne cherche pas l'analyse. D'accord? Il faut qu'il donne des données comme ça, mais il supporte plusieurs interprétations et plusieurs analyses. C'est ce qu'on appelle en fait l'indépendance logique. Un même ensemble de données, exemple de tableau, un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. Peut être vu différemment, c'est-à-dire peut-être chacun a sa logique. D'accord? Chacun a sa logique. La centralisée de données. Toutes les données doivent être centralisées dans un réservoir unique commun à toutes les applications. C'est l'exemple que j'ai donné ici. Nous avons dit en fait que l'architecture client-serveur, il faut que les données soient sur un même endroit. D'accord? Il faut que les données soient sur un même endroit. D'abord, c'est pour la sécurité. D'accord? Et deuxième point, deuxième utilité, c'est que nous avons toujours une même
une bonne dernière version. Nous avons une bonne dernière version des données. Parce que imaginez que j'ai en fait les données de l'IFST, ils sont sur plusieurs endroits. J'ai déjà expliqué ça. Mais je vais reparler de ça à nouveau. Nous avons en fait une base de données 1, ça c'est une base de données 1, et nous avons ici une deuxième base de données 2 de l'IFST. Ça marche? Alors ici, les données, en fait, ça, ce sont des tableaux, d'accord? Ce sont des tableaux. Alors, supposons par exemple, l'IFST, il a 2 bases de données. D'accord? Et un jour, en fait, je viens pour ajouter un étudiant. J'ajoute un étudiant ici. D'accord? Dans le jour, aujourd'hui, par exemple. Demain, je vais supprimer un étudiant ici. Donc, le fait d'ajouter un étudiant ici, il n'est pas ajouté ici. Donc, il n'y a pas une dernière version. Est-ce que la dernière version, c'est bien celle-là ou bien celle-là? Nous aurons par la suite de mal à détecter la bonne et dernière version. J'ai supprimé un étudiant ici. D'accord? Un étudiant, par exemple, qui a changé de l'établissement, qui a voyagé en fait dans d'autres villes pour faire des études. Je l'ai supprimé ici. Mais ici, je n'ai pas supprimé. C'est quoi la dernière version? Est-ce qu'il s'agit de celle-là ou bien de celle-là? On ne sait pas. C'est pourquoi, en fait, on évite de créer une deuxième base de données. C'est bon toujours de travailler toujours avec une seule base de données centralisée. Parce que c'est une seule base de données. Et tout le monde, il a besoin d'accéder à cette base de données. D'accord? Donc, il est centralisé. Tout le monde, il doit être connecté à ce serveur-là pour accéder à la bonne et la dernière version de la base de données. Alors, c'est là, on appelle ça en fait administration centralisée des données. Ou bien la centraliser en fait la base de données. La non-redondance des données. La non-redondance de données, afin d'éviter en fait les problèmes lors de la mise à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base de données. Quand nous avons parlé en fait tout à l'heure de Monsieur AA, bébé, il a été né en 2020, il faut que cette donnée-là ne soit pas en fait répétée dans un autre endroit. Supposons par exemple, nous avons, ça c'est étudiant, voilà, étudiant 1, ça c'est la table étudiant, et il ne faut pas en fait répéter ici en bas que AA, son nom prénom c'est bien celui-là, il a été né en 2020. Par exemple, un étudiant, regardez, un étudiant, il est inscrit maintenant en BCGS4. D'accord? L'année prochaine, il a changé de filière, il est parti vers le MEPSI. Le MEPSI, par exemple, semestre 1, l'année prochaine. D'accord? Alors, ici, regardez, nous avons le monsieur AA, son prénom c'est bébé, il est né en 2000. Il est né en 2000. D'accord? Il est né en 2000. Alors, ça, c'est une information, c'est une donnée. Et cette donnée, elle a été répétée ici. D'accord? Alors, si on répète les données, c'est-à-dire ça, c'est une première répétition pour un premier étudiant, on peut avoir une deuxième répétition, une troisième répétition, etc. C'est-à-dire une donnée, ça se répète plusieurs fois. Si cette donnée-là, ça se répète plusieurs fois, nous aurons ici dans la longueur de cette table-là, elle peut contenir par exemple 30 000 lignes. D'accord? À la table, elle peut contenir 30 000 lignes. Alors que le nombre des étudiants, c'est 10 000. Le nombre des étudiants que nous avons, c'est 10 000. Mais le nombre de lignes, c'est 30 000. Pourquoi? Parce qu'il y a une répétition. D'abord, quel est le problème? Le problème, c'est que, en fait, c'est quand je cherche dans cette table-là. C'est quoi le bon? Est-ce que de chercher, en fait, sur un grand espace ou bien de chercher sur un petit espace? J'ai dit ça, c'est une table, normalement. Nous avons imaginé que nous avons sur l'IFST 10 000 étudiants, par exemple. Nous avons 10 000 étudiants, mais à cause de la répétition, nous avons une table qui contient 30 000 étudiants. Parce que chaque étudiant,
sa donnée, il est répété 3 fois. Sa date de naissance, il a été répété en fait 3 fois. Alors cette répétition de 3 fois, de 3 fois, il a créé un espace, un grand espace, c'est-à-dire un espace multiplié par 3. D'accord? Du coup, la recherche de l'information, ça va prendre plus de temps. Et nous n'avons pas intérêt. Mais on a intérêt de perdre beaucoup de temps dans la recherche. Un bon principe dans les bases de données, c'est la rapidité de la recherche de l'information, ou bien la rapidité de l'interrogation de la base de données. Quand je pose une question à la base de données, j'ai intérêt à avoir la réponse rapidement. Par contre, si ça prend beaucoup de temps, la base de données, il n'aura pas beaucoup d'importance. D'accord? Quand vous rentrez sur Facebook, vous tapez le nom d'une personne et directement, en fait, vous avez les résultats. Vous cherchez des photos, directement, en fait, vous avez des résultats. Cette rapidité-là, il donne plus d'importance à la base de données. Par contre, si vous entrez sur Facebook et vous cherchez une personne, et cette recherche-là, ça peut prendre des heures et des heures, donc c'est pas la peine, c'est pas important. Et le Facebook, comme un système, il n'est pas important. Et tout le monde, ils vont en fait abandonner Facebook. D'accord? Donc, parmi les critères pour accélérer la recherche, pour accélérer l'interrogation d'une base de données, d'accord, parmi les critères, c'est la rapidité de l'interrogation de base de données. Je pose une question à la base de données, elle doit me répondre rapidement. Ou pour qu'il réponde rapidement, il ne faut pas lui en fait répéter des informations qui ne sont pas utiles. D'accord? Si j'ai un nouveau étudiant qui est inscrit, ben c'est pas la peine d'ajuster cette ligne-là. Je viens, le SGPD, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici pour celui-là. D'accord? Il va mettre ici, en fait, le MIP C. Il va remplacer le BCGS4 par le MIP C. Et il peut ajouter une colonne ici qui contient, par exemple, ancienne spécialité. Et là, il peut mettre le BCGS4. Il ajoute une colonne qui s'appelle, en fait, l'ancienne. C'est mieux d'ajouter une colonne que d'ajouter, en fait, une autre ligne. D'accord? Parce que quand j'ajoute une autre ligne, j'ajoute 1, 2, 3, 4 informations. Par contre, si j'ajoute une colonne, j'ajoute seulement une seule information. Au lieu d'ajouter 4 informations, ou bien au lieu d'ajouter 4 données, j'ajoute seulement une seule donnée. D'accord? Donc, cette redondance-là, on va faire par la suite des exercices comment détecter la redondance et comment éliminer la redondance. Il est indispensable dans les bases de données. Il faut faire attention à la redondance. Donc, la sécurité de la donnée, nous avons déjà parlé sur la sécurité de la donnée. Par exemple, les données de l'IFST, par exemple, les notes des étudiants dans l'IFST. Donc, toujours, je reviens à l'exemple de l'IFST. Alors, ici, par exemple, nous avons la table qui contient des notes. Supposons, par exemple, cette table-là, il est à l'intérieur de la base de données. D'accord? Il faut, en fait, il ne faut pas, en fait, il doit être sécurisé parce que ce sont les notes des étudiants. Je donne à un étudiant, par exemple, 19. Il faut d'abord que personne ne voit pas ce 19-là. C'est pas, il faut en fait que personne n'a pas la main pour modifier 19. يعني من هاد les clients هادو, il faut que personne n'a pas le droit de modifier ce 19-là ou bien de modifier ce 01. La sécurité d'une information, c'est donc la sécurité, c'est de ne pas avoir accès de modification, de lecture, ça dépend du niveau de sécurité, d'autres personnes. D'accord? Exemple, par exemple, je vous donne un autre exemple. Supposons par exemple une base de données d'une banque. Ben, je considère ça c'est une banque. Ça c'est une banque. Ça encore c'est plus sensible par rapport aux notes. Alors, ça par exemple, ce sont les comptes. Les comptes. Par exemple, la personne, ça c'est le nom, le prénom, le solde. Le nom c'est AABB. Par exemple, dans son compte, par exemple, il a 5000 dirhams. Il a 5000 dirhams dans son compte. D'accord? Alors, ça, c'est un serveur.
il est connecté à Internet. Et Internet, il y a plusieurs personnes qui sont connectées. D'accord? Alors, ça, c'est le monsieur AA. Alors, ce monsieur AA-là, il a accès à son compte. Il peut accéder à son compte pour voir seulement cette ligne. Mais lui, il n'a pas le droit de modifier. Il ne peut pas modifier son solde. Pourquoi il ne peut pas modifier? Parce que la base de données, il est bien sécurisée. Ce droit-là de modification, il a été supprimé pour les clients. Un client, il ne peut pas modifier son solde, et ça, il s'appelle la sécurité. Yani, la création d'une base de données, c'est une chose, la sécurité d'une base de données, c'est une autre chose. La sécurité, ça veut dire que je donne au client seulement les droits que je veux. D'accord? Un client, par exemple, dans une banque, il a seulement le droit de regarder le solde et regarder en fait les opérations qu'elle a été réalisées. Il a tiré, par exemple, dans le guichet tel, etc. Et il peut bien sûr envoyer des virements. D'accord? Il y a des virements sur son compte. Ça, il y a des opérations qui sont permises et des opérations qui sont interdites. Et ça, en fait, il est géré par la sécurité de données. Donc, un SGBD, il doit être sécurisé. Il doit être sécurisé. Donc, pour les SGBD, bien sûr, donc il y en a plusieurs. Il y a le PostgreSQL, c'est parmi les très grands SGBD. Il y a le MySQL, Oracle aussi, le Oracle aussi, c'est un très bon SGBD par rapport à la sécurité. Ici, en fait, on parle d'un bon SGBD, un mauvais SGBD, c'est par rapport au service qu'il offre aux développeurs ou bien le service qu'il offre aux créateurs des bases de données. Je veux créer une base de données, d'accord? Je cherche c'est quoi le SGBD à utiliser. Il faut aller en fait chercher le SGBD qui offre plus de services et qui offre plus de sécurité. Plus de services et plus de sécurité. Donc voilà, comme j'ai dit, celui qu'on va utiliser dans le TCP, c'est le Access. Le Access de Microsoft. Alors en fait, maintenant que j'ai expliqué en fait en général, ça veut dire quoi le SGBD, etc. Ça veut dire quoi les bases de données. J'ai expliqué en fait le SGBD, ça veut dire quoi. On va voir en fait maintenant la conception d'une base de données. Comment concevoir une base de données. D'abord, en fait, la base de données, c'est pas de venir directement et créer des données, etc., etc. D'accord? C'est pas comme dans Access, dans Excel. Dans Excel, par exemple. Alors, dans Excel, quand je viens sur Excel, ce sont des données en fait en brut, ou bien quand je viens sur Word, alors je viens sur Excel et je veux créer par exemple une table d'étudiants. Je mets le nom, par la suite je mets le prénom, par la suite je mets la date de naissance, etc., etc. Donc je vais comment dire celui-là, la date de naissance. Et là en fait je vais choisir voilà. Comme ça, pour cette partie-là. Je commence par le premier étudiant, par le deuxième. La date de naissance, par exemple, ici, 2000. Ça, par exemple, c'est le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, par exemple, c'est 06, etc., etc. Ça, c'est un numéro de téléphone. D'accord? Alors, pour créer ça, ce sont des données. Ça, ce sont des données. Je peux avoir, en fait, plus d'autres données au niveau de ce tableau-là. Mais le problème, c'est que ce tableau-là, il contient des données. D'accord? Mais ce tableau-là, est-ce qu'il peut être une base de données? D'accord? Une base de données. Non, il ne peut pas être une base de données. Ça, c'est une donnée. C'est un tableau qui contient des données. Une table de données, c'est que, en fait, ça, c'est le tableau des étudiants. D'accord? Ça, c'est un tableau des étudiants. Pour avoir en fait une bonne base de données, il faut avoir un tableau des matières parce qu'un étudiant, ça, il n'est pas complet. D'accord? Il y a les noms des étudiants, d'accord. Cet étudiant-là, son nom, c'est bien celui-là, son prénom, date de naissance, numéro de téléphone. Mais c'est quoi? Ils sont où ces notes?
Il est où sa spécialité? C'est quoi les profs qui enseignent ce monsieur? C'est quoi? Il y a plein d'autres données qui ne sont pas représentées sur ce tableau-là. D'accord? Et qu'on ne peut pas parce que, par exemple, ici, je ne peux pas mettre une note. Par exemple, la colonne note, je ne peux pas l'ajouter ici. Pourquoi? Parce que, est-ce que je peux mettre ici, par exemple, 16? Et la 16 dans la microbiologie. D'accord, dans les bases de données, il y a combien? Est-ce que je vais créer une autre ligne ici? Là, il s'appelle la redondance. D'accord? Donc, la base de données, pour créer une base de données, il faut lui faire la conception. Il faut lui faire la conception d'une base de données. On doit créer une base de données. D'accord? Je vous pose encore en fait une question. Un étudiant, par exemple, j'ai dit en fait, il a 16 dans une matière, il a 17 dans une deuxième, il a 10 dans une troisième matière. D'accord? Alors, l'ensemble des notes, comment je peux les représenter? Est-ce que je peux les représenter en fait sur une même case ici? C'est pas possible. D'accord, le 16, la note 16, c'est pour quelle matière? Et vu que cet étudiant-là, il a plusieurs matières. Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont résolues par les bases de données, par la conception d'une base de données. يعني قبل ما نديروا une base de données, par exemple, on parle de la base de données de l'IFST. On parle de la base de données de l'IFST, par exemple, ici, bien celle-là. Il contient des étudiants, des professeurs, des locaux, des cours, etc., etc. Mais en fait, c'est quoi l'architecture? Comment je vais construire. C'est comme en fait je suis en train de construire un bâtiment. Avant de construire ce bâtiment-là, il nous faut un plan. Sans plan, on ne peut rien faire. D'accord? Mais j'ai par exemple l'espace, une superficie comme ça et commencer directement à construire. Non, il faut en fait construire avec un plan. D'accord? Et ce plan-là, il s'appelle une conception. Pour créer cette base de données, il nous faut un plan. Il faut en fait, nous voulons créer la base de données de l'IFST, on doit venir à l'IFST pour comprendre ce que nous avons sur l'IFST. D'accord? Je viens à l'IFST, je veux faire la conception d'une base de données, je viens à l'IFST, je pose des questions aux responsables. Est-ce que vous avez des étudiants? Oui. Est-ce que vous avez des spécialités? Oui. Est-ce que vous avez des filières? Oui. Vous avez des locaux, vous avez des professeurs, vous avez tout ça. Et là, en fait, je ramasse toutes ces informations que j'ai. Et quand je ramasse toutes ces informations, je me base sur ces informations pour faire la conception d'une base de données. يعني قبل ما نهضروا على le SGBD, avant de parler sur la création de cette base de données, يعني قبل ما avant de parler sur la construction d'un bâtiment, il faut parler sur la conception de plan de bâtiment. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Alors, ça, il s'appelle la conception des bases de données, c'est-à-dire comment je peux construire une base de données. Comment je peux tracer le plan de la base de données. D'accord? Parce qu'au départ, nous avons dit en fait une base de données, c'est comme la bibliothèque, au sens de l'organisation et de la structuration. C'est-à-dire, une base de données, c'est un ensemble de données qui sont bien structurées. Cette structuration-là, c'est elle qu'il faut en fait lui donner une conception. Il faut la concevoir. Il faut concevoir cette structuration-là et cette organisation de données. Ensemble, j'ai dit, une base de données, c'est ensemble. Base, c'est ensemble. De quoi? De données. Qui sont structurées et organisées. D'accord? Elles sont structurées et organisées, donc il y a un plan. Il y a une conception. Et ce plan-là et cette conception-là, c'est elle qui a donné la structuration et l'organisation à la base de données. C'est elle qui a donné le caractère de la structuration et de l'organisation à une base de données. D'accord? Alors, d'abord, comment faire la conception? On va les manières qu'on utilise pour faire la conception. Ça, il n'est pas difficile. Les bases de données, les conceptions, etc., c'est facile. Et après, vous allez constater que c'est facile à construire une base de données. Pourquoi une modélisation préalable?
Pourquoi une modélisation préalable? D'abord, Allah, pourquoi? La modélisation, c'est la conception. D'accord? Modélisation, ça s'appelle la conception. Quand j'arrive à d'autres modèles, je vais expliquer ça veut dire quoi, en fait, plus précisément, la modélisation. Ou bien pour le moment, la modélisation pour nous, c'est la conception. Comment une modélisation, pourquoi une modélisation préalable? Pourquoi une conception préalable? Une conception préalable, c'est pourquoi faire la conception à une base de données? C'est pour avoir une base de données organisée et structurée. Pour avoir une base de données organisée et structurée, il faut la modéliser, il faut la concevoir, il faut lui donner une conception. D'accord? Donc, il y a des points ici. Donc, peut-être que j'ai tout expliqué, mais en fait, je vais essayer de relire point par point. Il est difficile de modéliser un domaine sur une forme directement utilisable par un SGBD. Les SGBD, en fait, ils n'acceptent pas que des modèles, que des conceptions bien claires qui ne contiennent pas des contradictions. D'accord? Qui ne contient pas de la redondance. Un SGBD, il oblige certaines règles pour répondre aux objectifs tracés dans le slide d'avant. Alors, donc, ce slide-là, en fait, c'est parce que j'ai modifié. Voilà, c'est le bon slide, c'est le slide 39. Donc, l'indépendance des données programme, non-redondance des données. Donc, nous avons parlé sur ça sur le slide 39. Alors, le modèle entité-association permet une description naturelle du monde réel à partir des concepts d'entité et d'association. Nous avons une type de modélisation et ça s'appelle une modélisation en entité et association. D'abord, on a dit la conception d'une base de données qui est une méthode. Parmi ces méthodes-là, et la méthode la plus répandue, elle s'appelle la conception ou bien le concept entité-association. On va expliquer ça veut dire quoi entité, on va expliquer ça veut dire quoi association. D'accord? Il y a plusieurs méthodes pour faire la conception d'une base de données. La méthode qu'on va adopter en fait sur ce cours, c'est le modèle entité-association. Et plus précisément, en fait, c'est la méthode Meurize. Ce modèle utilise, le modèle entité-association, le concept, les concepts entité et association. Alors, ce modèle-là, donc utilisé pour la phase de conception, s'inscrit notamment dans le cadre d'une méthode plus générale et très répandue, qui s'appelle Meurize. Meurize, c'est une méthode pour faire la conception des bases de données. D'accord? Méthode, c'est une méthode. Et là, comme ça veut dire une méthode, c'est ensemble des étapes. Faire ça, vous pouvez faire ça, attention à cette règle, fais attention à ça. Et finalement, nous avons notre schéma conceptuel, ou bien notre conception, ou bien notre plan de la base de données. Si on suit cette méthode-là, nous aurons par la suite une belle base de données. Donc, cette méthode-là, qu'on va voir par la suite, c'est une méthode qui se base sur le modèle entité-association. On va voir ça veut dire quoi entité, on va voir ça veut dire quoi association. Donc, Meurize. Alors, Meurize, c'est une méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. C'est une méthode d'étude, il fait l'étude. Quand je parle de l'étude, il contient la conception et la réalisation informatique. L'étude et l'application. L'étude et l'application de ce que nous avons étudié. Ou bien la conception et la réalisation et l'application de notre conception. Bien sûr, sur le domaine informatique, pour les systèmes d'entreprise. Quand on parle des systèmes d'entreprise, l'IFST, par exemple, c'est une entreprise. Les entreprises, en fait, ce sont toute entité qui contient une base de données, qui contient des données et qui ont besoin d'une base de données pour gérer l'ensemble des données, l'ensemble des interrogations, l'ensemble des recherches, etc. D'accord? Cela s'appelle une méthode Meurize. Alors, le langage de spécification, c'est un langage. C'est un langage de spécification
le plus répandu dans le domaine des bases de données. Yani, il est plus utilisé. C'est une méthode de spécification la plus répandue dans le domaine des bases de données. Donc, un des concepts clés de la méthode Maurice, séparation des données de traitement. Alors, quand on parle de la séparation, ça veut dire, alors, un des concepts clés de la méthode Muriz est la séparation. Yani, il sépare les données avec le traitement. Exemple. Quand nous avons ici, en fait, ça c'est la donnée, d'accord? Et ça, ce sont des informations. Nous avons dit, en fait, par exemple, ça, ce sont des données, et ça, ce sont des analyses. D'accord? Comment nous avons ces analyses-là? Pourquoi j'ai dit, en fait, que 50% c'est validé et 50% c'est non validé? Parce que j'ai fait un calcul sur la colonne note. Ça, c'est validé, yani 2 sur 4, 2 sur 4. Ça, c'est non validé, yani 2 sur 4. 2 sur 4 et 2 sur 4, c'est elle qui m'a donné 50% et 50%. D'accord? Cette opération-là du calcul, ou bien de la recherche que j'applique sur ces tables-là, il s'appelle un traitement. D'accord? C'est un traitement. Le traitement ou bien l'analyse. Nous avons le traitement et nous avons la donnée. La donnée, c'est bien cette colonne-là. D'accord? Et le traitement, c'est lui qui a donné 50% ici et 50% ici. Yani le traitement, c'est le calcul, ou bien c'est l'analyse, c'est le calcul, ou bien l'analyse qu'on applique sur un ensemble de données. D'accord? Ou parmi les choses qui sont en fait la méthode, pour la méthode Muriz, comme je dis en fait, un concept clé de la méthode Muriz est la séparation des données et de traitement. Ça veut dire en fait l'ensemble de une méthode Muriz, donc une base de données, elle permet de séparer les données. Comme j'ai dit, des tableaux comme ça, ils contiennent des tableaux. Ça, ce sont des données. Et ça, en fait, c'est le traitement. Qu'est-ce que contient le traitement? Il contient des programmes. Programme 1, programme 2, etc., etc. D'accord? La donnée, il contient de l'information ou bien des données. Ça, ce sont des données. D'accord? Et les programmes, c'est ce que j'applique sur ces tables-là pour en sortir un résultat. D'accord? Un résultat. J'applique un programme sur un tableau pour avoir un résultat. Celui-là s'appelle un traitement. Un deuxième programme aussi, je peux l'appliquer sur un tableau, celui-là ou bien celui-là ou bien celui-là, pour avoir un résultat. Celui-là, il s'appelle le traitement. Le traitement, c'est le programme. D'accord? Le traitement, c'est le programme ou bien c'est le calcul que j'applique sur des données, bien sûr. Donc, le concept clé de la méthode Muriz est la séparation des données. يعني دوك les tables avec les traitements. ما تكونش في بلاصه واحده يكونوا مفرقين. Alors, les données représentent la statique de base de données et les traitements, sa dynamique. Alors, celui-là aussi s'appelle statique. En fait, y a pas ça bouge pas, mais le traitement et le calcul, ça bouge. Celui-là, il est statique parce que ça bouge pas, et celui-là, en fait, c'est dynamique parce que ce sont des actions que j'applique. D'accord? Pourquoi? Donc, la méthode Muriz nous conduit à une modélisation des données en entités et en associations. Yani, en appliquant la méthode Muriz, qu'on va voir par la suite, ça va nous conduire à une modélisation, yani à une conception de données. Parce que nous avons dit, avant de créer une base de données, il faut faire la conception. Avant de construire un bâtiment, il faut un plan. Il faut faire la conception de ce plan-là avant de commencer à construire. C'est ce que nous allons faire maintenant. La première étape, c'est de faire la conception d'une base de données. Pour faire avant de construire une base de données, avant d'ouvrir un SGBD, une machine et utiliser un SGBD pour créer une base de données,
Il faut d'abord lui faire une conception. Pour faire cette conception-là, on va utiliser la méthode Meurice pour avoir en fait une modélisation ou bien une conception en entité et en association. On va voir ça veut dire quoi entité et association par la suite. Donc la méthode Meurice, il contient 3 niveaux, ou bien 3. Donc c'est une méthode, il contient 3 pas. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Alors, pour le premier niveau, en fait, il s'appelle le niveau conceptuel. D'accord? Le modèle conceptuel des données décrit les entités du monde réel en termes d'objets, de propriétés et de relations. Ça, c'est le premier niveau. Après, donc, toujours dans la méthode Meurice, la méthode la plus ou moins compliquée, c'est la première méthode. C'est pas compliqué, c'est un peu difficile. Quand j'arrive à faire un modèle conceptuel de données, yani le plan, quand j'arrive à tracer le plan, aller de ce niveau-là vers celui-là et de celui-là vers celui-là, c'est facile. D'accord? Le premier niveau, c'est le niveau le plus ou moins, en fait, un peu difficile. Ça demande plus d'énergie et de réflexion pour avoir un modèle conceptuel de données. Donc, le deuxième niveau, c'est le niveau logique. Le modèle logique de données, c'est précise le modèle conceptuel par des choix organisationnels. Il s'agit d'une transcription ou bien d'une transition de MCD, le modèle conceptuel de données, dans un formalisme adapté à une implémentation ultérieure. Il y a des règles. J'applique 3 ou bien 4 règles. Si j'ai un MCD, si j'arrive à tracer un MCD, il reste que des 2 ou bien 3 règles pour aller de MCD vers le MLD. Et le MPD, le modèle physique de données, c'est un niveau, ça c'est un niveau concret. Quand je fais un plan d'une base de données, c'est-à-dire une conception en entité et en association, je fais en fait la traduction de ce modèle entité-association en modèle logique de données. D'accord? Quand j'ai le modèle logique de données, alors là, je peux démarrer mon ordinateur, démarrer un SGBD, à savoir Access, d'accord? Et je commence à travailler sur ordinateur. Le fait de travailler sur ordinateur, il s'appelle le modèle physique de données. يعني قبل ما نوصلوا pour créer une base de données sur un ordinateur, il faut d'abord créer une conception. يعني ce niveau-là, je travaille sur papier. Je suis en train de tracer le modèle en entité association. Il s'appelle aussi le modèle conceptuel de données. La conception de données. D'accord? Par la suite, je fais la traduction vers le MLD. Par la suite, je fais la traduction sur le MPD. Donc, je pense qu'il y a un slide qui est un objet, entité, association, propriété. D'accord, je vais expliquer ça veut dire quoi le entité et l'association. Et par la suite, je reviens pour reparler sur ces niveaux-là. D'accord? Le modèle entité-association. Je vais expliquer ça veut dire quoi entité, association et propriété. Parce qu'on parle de la conception entité-association. D'accord? L'entité, l'entité en arabe, c'est quoi? Quand on parle de l'entité, wahda. Ou bien, très bien, ça c'est un très bon mot. C'est wahda ou bien mukawwin. D'accord? Mukawwin. Donc, j'ai l'IFST. Je suis sur l'IFST d'Ibn Milal et je cherche à créer en fait une base de données sur l'IFST d'Ibn Milal. D'accord? Sur l'IFST d'Ibn Milal, en fait, bien sûr, la base de données, une bonne base de données de l'IFST d'Ibn Milal, elle doit contenir toutes les informations sur l'IFST. أي حاجة كتدخل l'IFST ولا أي حاجة كاينة في l'IFST, je dois en fait lui réserver une mémoire ou bien une place sur une base de données. D'accord? Et pour créer cette base de données-là, pour créer la base de données, je dois faire l'analyse du monde réel. شنو هو le monde réel? تنجي l'IFST, تنشوف الحياة اليومية
ديال لايفيستي. خصني ندور في لايفيستي pour faire une belle conception. خصني نجي لايفيستي pour voir اشنو تيوقع في اشنو كاين في لايفيستي واشنو تيوقع في لايفيستي. Alors deux choses sont différentes. اشنو كاين في لايفيستي واشنو تيوقع في لايفيستي. اشنو كاين في لايفيستي؟ كاين en fait une entité واحد الوحده كتسمى étudiant. étudiant هي وحده ou bien مكون من بين المكونات اللي عندي في لايفيستي. كاين étudiant. D'accord? Kain, un autre, c'est là, il s'appelle entité. Ça, c'est un exemple de l'entité. D'accord? Un deuxième exemple de l'entité, par exemple sur la FST, dites-moi. Un deuxième exemple de l'entité. Est-ce que vous savez dire quoi l'entité? قلنا له وحده ou bien le مكون. En fait, je dois venir à l'IFST, je veux créer une base de données de l'IFST. Je ne peux pas faire la conception de la base de données de l'IFST sans visiter l'IFST, sans connaître ce que nous avons sur l'IFST, sans comprendre, ça veut dire quoi une IFST. Je dois tout comprendre pour faire une très belle base de données. C'est pas facile à venir et créer des bases de données comme ça, en fait, des données, et d'insérer des données directement sur un fichier de Excel comme ça. Ça va te donner en fait une base de données mélangée en fait qui ne sert à rien, qui ne sert à rien, qui ne peut pas résoudre les problèmes que nous avons. D'accord? Donc, j'ai dit en fait, il y a le modèle entité-association, ou bien la méthode Muris qui se base sur l'entité-association. Alors pour cela, on doit expliquer ça veut dire quoi l'entité, ça veut dire quoi l'association. L'entité, il y a le wahda, ou bien mukawin. C'est une entité, c'est-à-dire c'est un élément qui appartient à l'établissement. Il y a étudiant. Ça, c'est pas étudiant en pluriel. J'ai pas dit l'étudiant flan, ben flan. Non, c'est pas l'étudiant X. Je parle de l'étudiant en général. D'accord? Il y a une entité ou bien un type donc c'est un type, un élément qui appartient. Donc ça c'est un élément qui appartient à la FST étudiant. Sans étudiant, il n'y a pas de FST. D'accord? Une deuxième entité par exemple, c'est professeur. Sans professeur, il n'y a pas de FST. D'accord? Une autre entité par exemple, c'est les locaux. Quand je parle de local, ça veut dire ou bien on fait, ou bien salle. Sans locaux, on ne peut pas parler sur la FST. D'accord? Alors, il y a étudiant, professeur. Celle-là, il s'appelle une entité, et celle-là, il s'appelle une entité. À votre avis, c'est quoi le lien entre un étudiant et un professeur? Un étudiant et un professeur. C'est quoi le lien entre ces deux entités? Les cours. Non, je parle de... non, le cours, ça peut être une autre entité. Un cours, c'est entité. Un cours, c'est une entité. Bien sûr, il y a des choses ici, en fait, ici il y a des propriétés, par exemple le nom. Il y a date de naissance. Chaque étudiant, il a un nom, il a un prénom, il y a une date de naissance et d'autres choses. C'est là, il s'appelle en fait des propriétés de l'entité étudiant. D'abord, nous faisons la méthode de Muris. Et pour comprendre, et pour savoir, et pour apprendre comment faire la conception d'une base de données, il faut comprendre, ça veut dire quoi une entité, une association. Une entité, il y a le wahda, mukawin. Yani, l'élément. L'étudiant, c'est un élément de l'IFST. D'accord? Professeur, c'est un élément de l'IFST. La salle, ou bien en fait, ou bien le local en général, c'est un élément de l'IFST. Le cours, c'est un élément de l'IFST. L'association. Une association, c'est une action. C'est un verbe qui relie entre les entités. Je donne un exemple.
Entre étudiant et le professeur, c'est quoi l'action entre les deux? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? L'explication. Explication. Ou bien en général, c'est On le étudie. verbe. C'est le verbe, c'est enseigner. Yak. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord Oui. que je suis en train de vous enseigner? Oui. Donc, je dis Oui, en fait, monsieur. voilà, regardez, le schéma, il est comme ça. Ici, c'est un élément. D'accord. D'abord, tout ça, il s'appelle établissement, ou bien FST, ou bien entreprise, ou bien, ça dépend en fait, une entreprise, ou bien établissement, ou bien une fac, ou bien FST, il veut créer une base de données. On veut créer une base de données pour la FST. La première des choses, c'est de venir chercher les entités et les associations. Ça veut dire quoi? Les entités, ce sont des éléments, d'accord? Et les associations, ce sont des verbes. Ce sont des actions qui s'appliquent, qui relient entre les entités. Enseigner, le fait de vous enseigner, ça c'est une action que je fais maintenant. C'est un exercice que je fais. J'exerce le métier d'enseignement, j'enseigne des étudiants. Un professeur, il enseigne des étudiants. Ou bien, des étudiants, ils sont enseignés par un professeur. C'est là, elle s'appelle l'association. L'entité, c'est un élément. D'accord? C'est un élément. Et l'association, c'est une action. C'est une action ou bien c'est un verbe. L'association, c'est une action ou bien c'est un verbe. Son rôle, c'est de relier entre l'entité étudiant et l'entité professeur. Donc, une association, c'est un verbe ou bien c'est une action qui relie entre deux entités. D'abord, vous avez compris, ça veut dire quoi, entité et association? Est-ce que vous avez compris? Oui. Parce que le concept, Oui. si à la fois en fait il est facile, si à la fois il est... Pardon? Allô? Oui, monsieur, c'est bon, c'est compris. Très bien, magnifique. Très bien. Donc, je dis ici, en fait, si nous avons le modèle pour faire la conception d'une base de données, on a besoin de maîtriser, ça veut dire quoi, une entité, une association. Et par la suite, bien sûr, nous allons voir des exercices. Nous allons voir des exercices qui permettent de nous éclaircir ces concepts. Donc, je passe. Alors, regardez, nous avons d'abord, Jacques, les niveaux d'El-Meurice. Nous avons en fait, pour la méthode Meurice, nous avons 3 niveaux. Le premier niveau, il s'appelle le MCD, le modèle conceptuel de données. C'est pour faire la modélisation ou bien la conception de données. Ça, c'est créer un schéma. Je travaille sur papier, sur ce niveau-là, je travaille sur papier pour tracer l'ensemble des entités et des associations que j'ai. D'accord? Pour le niveau logique, c'est à partir de modèles entité-association, ou bien à partir de MCD, je fais la traduction vers le MLD. Le MLD, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des tables. Je fais la traduction des entités vers des tableaux. D'accord? Donc, ce niveau-là et ce niveau-là, je travaille sur papier. Quand j'arrive à ce niveau-là, là, je commence à allumer la machine et appliquer ce que j'ai dans ces deux niveaux précédents, c'est-à-dire le niveau du MLD et le niveau de MCD. Donc, je viens ici pour dire en fait que j'ai en fait le premier niveau, il s'appelle le M, la modélisation conceptuelle de données, ou bien le MCD. Qu'est-ce qu'il contient celui-là? Il contient des entités et des associations. D'accord? Ça, c'est étudiant par exemple, ça, c'est enseigné par un professeur. D'accord? Le MCD. Le deuxième niveau, il s'appelle le MLD. Ça veut dire quoi le MLD? C'est que à de l'entité association, je vais la traduire en tableau.
D'accord? Par la pratique, on va voir ça par la suite, comment traduire, ou un certain nombre de tableaux, que ce soit ici, en fait, ça dépend de quelque chose ici qui s'appelle des cardinalités, on va le voir par la suite. Ça dépend de ces choses-là que j'ai ici. Donc, je déduis combien de tables je vais faire sortir à partir de cette conception. Et le modèle physique de données, c'est le fait d'implémenter, donc d'appeler ce qu'on appelle un SGBD. Et on va utiliser en fait le access. C'est-à-dire, j'allume la machine et je crée la base de données et j'ajoute toutes ces tables que j'ai ici, des règles, etc., etc. Donc, la méthode Muris se compose de 3 niveaux. Modèle conceptuel, en entité, en association. Il faut aller visiter le monde réel, la vie quotidienne, الحياة اليومية ديال ديك l'entreprise ou bien ديال ديك l'IFST pour faire sortir des entités et les relations entre les entités. Quand j'ai ce schéma-là, je le traduis en fait en tableau. Ça, je pense, c'est 4 règles. 4 règles que j'applique. J'applique 4 règles, elles sont faciles, pour aller en fait de MCD vers le MLD. Et quand j'ai des tableaux comme celui-là, j'ai fait sortir des tableaux. Quand je parle de tableau, c'est le nom de tableau et l'entête. Le nom de tableau et l'entête. C'est pas le contenu. Le contenu, remplir le contenu, c'est-à-dire, par exemple, le nom du étudiant, etc. Le nom du étudiant, etc., ça c'est autre chose, qui va être implémenté au niveau de modèle physique de données. C'est ça l'architecture générale de Muris. Celui-là, il s'appelle en fait, tout ça, c'est Muris. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'abord, on est sur ce premier niveau-là. Dans le premier chapitre, on est sur le modèle conceptuel de données. Donc, j'avance ici. Alors, nous avons dit en fait, entité et association, ça veut dire quoi? Entité ayant une existence propre. C'est un peu physique. Un étudiant, il existe. D'accord? Un cours, il existe. Un professeur, il existe. Une salle, il existe. Une administration, il existe. C'est là, il s'appelle entité. D'accord? Ou bien un élément. Un élément de quoi? C'est un élément du milieu ou bien de l'endroit à qui je veux créer une base de données. Parce que la question maintenant, on est en train de faire la conception à une base de données. On réfléchit comment créer une base de données. La première des choses à savoir, c'est que la base de données, c'est pour qui? C'est pour quoi? C'est pour l'IFST, d'accord, pour l'IFST. Dans l'IFST, on va aller chercher des entités et des associations. Toutes les entités de l'IFST doivent être représentées en fait sur notre modèle conceptuel de données, parce que je suis en fait sur le MCD, le modèle conceptuel de données. Je dois faire sortir toutes les entités, tous les éléments que j'ai, d'accord? Et l'association, tous les liens logiques entre les entités. Par exemple, l'entité étudiant, j'ai l'entité professeur. Le lien entre ces deux, c'est l'action enseignée. Alors, quand je mets l'action enseignée entre un étudiant et un professeur, ici, en fait, je dis que j'ai traduit le monde réel, la vie quotidienne, je la traduis sous forme d'une conception. C'est une phrase. Un étudiant qui a un certain nombre de propriétés, il a été enseigné, ou bien il est enseigné par un professeur qui a un certain nombre d'informations, ou bien des propriétés. Ou bien un professeur tel, il enseigne des étudiants, tel et tel et tel. Ça, c'est une phrase que nous avons sur le monde réel. Et nous l'avons en fait modélisée, nous l'avons lui fait en fait une conception en entité et en association. Ça, c'est une entité, deux entités et une seule association. Nous avons une association d'un verbe, une action qui est reliée entre deux entités. Donc, nous avons parlé sur les entités et l'association. C'est un lien ou bien relation entre objets. Il y en a objet ou bien entité. Entité sont une existence propre, abstraite, parce que le fait j'enseigne, c'est une action, il n'est pas concrète, c'est pas un élément. D'accord? Mais j'enseigne, c'est une action.
c'est abstrait. La propriété, c'est bien ça. Le nom, c'est une propriété de l'étudiant. Un prénom, c'est une propriété de l'étudiant. Date de naissance, c'est une autre propriété. La propriété la plus petite donnée d'information décrivant un objet ou bien une association. Les associations aussi, elles ont des propriétés. Je peux avoir, par exemple, ici, donc, un professeur il a enseigné un étudiant dans une date ou bien dans une année universitaire. D'accord? L'année universitaire, c'est une propriété de l'action enseignée. D'accord? Alors ça, ce sont des propriétés du professeur. Ça, c'est la propriété de l'association ou bien de l'action enseignée. Étudiant, bien sûr, ici, il a aussi des informations. Donc, ici, élément constitution de modèle entité association, on a personne ou bien étudiant. L'exemple que nous avons donné tout à l'heure, voilà, ici, ça veut dire quoi, entité? Ce slide-là, c'est pour donner plus d'informations par rapport à l'entité. Donc, c'est la représentation graphique d'un exemple entité. Donc, définition, entité désigne un ensemble d'instances qui possèdent une sémantique et des propriétés communes. Avec cette définition-là, vous devez comprendre. Ça veut dire quoi, entité? C'est ensemble d'instances. Ça veut dire quoi, instance? Le mot instance de personne, c'est flan ben flan. Quand je dis, par exemple, personne en général, tout le monde sont des personnes. Mais quand je dis, par exemple, Ahmed Alami, c'est une instance de personnes. Donc, quand je dis, par exemple, des étudiants, voilà, vous êtes devant moi ici, vous êtes dit, tout ça, en fait, je regarde ça, tout ça, j'ai 45, tout ça, en fait, ce sont des étudiants. D'accord? Tout ça, ce sont des étudiants. Étudiant, c'est une entité. Mais quand je dis, par exemple, Ayoub Ben Atman, c'est une instance, c'est une valeur, c'est un élément de l'ensemble. D'accord? C'est un élément de l'ensemble entité. D'accord? Alors, je dis, par exemple, ces étudiants-là, quand je parle de ces étudiants, en réalité, quand je parle de ces étudiants-là, normalement, c'est celui-là, il est égal à étudiant 1, virgule, étudiant 2, virgule, étudiant 3, jusqu'à étudiant 45, par exemple. D'accord? Chaque étudiant, il a des propriétés, etc. Alors, étudiant, c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. Et celui-là, s'appelle l'instance. Ça, c'est l'instance de l'étudiant. L'étudiant 2, c'est une valeur, c'est un exemple, c'est un élément de l'ensemble. D'accord? Et instance, c'est un élément de l'ensemble. Donc, entité désigne un ensemble d'instances. Il y a plusieurs personnes. Tout ça, ce sont des instances de l'entité ou bien de l'ensemble étudiant que j'enseigne actuellement, maintenant. D'accord? Ce sont des instances. Donc, désigne un ensemble d'instances qui possèdent une sémantique et des propriétés communes. Il possède des propriétés communes. Pourquoi? Parce que des propriétés communes, parce que chaque étudiant, il a un nom, un prénom, une date de naissance, une spécialité. D'accord? Ces propriétés-là, donc j'ajoute ici par exemple spécialité. Alors ces étudiants, tous les étudiants, ils ont des propriétés communes. Ils ont un nom, un prénom, une date de naissance, une spécialité. Mais les propriétés d'un professeur, est-ce qu'elles sont communes avec celles des étudiants? Je mets ici nom, prénom, date de naissance. Par exemple, ici, je mets numéro de somme. Ou bien, je mets par exemple spécialité. D'accord? Alors, étudiant, je peux ajouter par exemple ici une propriété qui s'appelle note. Est-ce qu'un professeur, il a une note? Non. Est-ce qu'un étudiant, il a un salaire ou bien il a un numéro de somme? Non.
Donc, les propriétés que nous avons ici, elles ne sont pas communes avec celles d'ici. C'est pourquoi cette entité-là, elle est différente de celle-là. Et c'est logique par rapport au monde réel, parce qu'un professeur, c'est pas un étudiant. Et un étudiant, c'est pas un professeur. D'accord? C'est pourquoi on parle ici, en fait, des propriétés communes. Il désigne un ensemble d'instances qui possèdent une sémantique et propriété commune. D'accord? On a par exemple un livre. Un livre, c'est une entité. Pourquoi? Parce qu'ils ont des propriétés communes. Donc, tous les livres, ils ont un titre. Tous les livres, ils ont un éditeur. Tous les livres, ils ont un auteur. Tous les livres, ils ont un nombre de pages, etc. Mais une personne, c'est pourquoi il s'appelle une entité. Mais une personne et un livre. Une personne et un livre. Est-ce qu'ils peuvent être sur la même entité? Non. Pourquoi? Parce que la personne, il a une propriété qui s'appelle prénom, mais le livre, il n'a pas le prénom. Un livre, il a le titre, mais la personne, il n'a pas le titre. Donc, entité, il désigne un ensemble d'instances qui possèdent une sémantique et des propriétés communes. L'instance, j'ai expliqué ça veut dire quoi. L'instance, c'est un exemple d'un élément. Un élément de cet ensemble-là, il s'appelle instance. D'accord? Un élément de l'entité, il s'appelle instance. C'est comme l'exemple que je donnais ça. Deux étudiants, et ce monsieur-là, c'est une instance. C'est un élément, c'est un exemple de l'ensemble. Donc, les attributs, ou bien propriétés, c'est bien ça. Une personne, il a un nom, un prénom, une adresse. D'accord? Ça, il s'appelle des propriétés ou bien des attributs. On appelle ça aussi, en fait, des attributs. Donc, chaque attribut, regarde ici donc ça, je l'ai déjà expliqué. Alors, chaque attribut d'une entité, chaque attribut d'une entité possède un domaine qui définit l'ensemble des valeurs possibles qui peuvent être choisies par lui. Il y a un entier, chaîne de caractères, booléenne, etc. Je vous donne un exemple. Alors, je considère par exemple l'entité personne. Non, je considère l'entité par exemple personne. Alors, si vous remarquez ici, nous avons le nom, nous avons le prénom, nous avons par exemple âge, nous avons par exemple note. Alors, dites-moi en fait, pour le nom, alors, les types des valeurs de nom. Alors, le type des noms, c'est quoi? C'est du texte, c'est un nombre, c'est un chiffre, c'est une date, c'est quoi? Je mets ces dates. Le nom, c'est une chaîne de caractères. Vous êtes bien d'accord? C'est un texte. Il y a des alphabets A, B, C, D, jusqu'à Z. D'accord? La même chose pour le prénom, c'est un texte aussi. Pour l'âge, appartient à N. D'accord? Pour la date, c'est un type qui s'appelle date. C'est un type qui s'appelle date. Alors, regardez, ça, ce sont des attributs ou bien des propriétés. Et chaque attribut, il a un domaine de définition. Le domaine de définition de nom et de prénom, c'est les lettres ou bien c'est le texte. Le domaine de définition de l'âge, c'est N. Appartient à N. C'est-à-dire que ce sont des entiers de 0 jusqu'à... Voilà. Donc, les dates, c'est un ensemble, c'est un domaine de définition qui s'appelle date. Donc, ici, chaque type... Donc, chaque attribut d'une entité possède un domaine qui définit l'ensemble de valeurs possibles qui peuvent être choisies par lui. Donc, ça peut être des entiers, des chaînes de caractères ou bien de texte. Booléen, ça veut dire quoi? Booléen, c'est-à-dire 0 ou 1, vrai ou faux, oui ou non, deux choses. D'accord? C'est ça le booléen. Donc, voilà, je pense qu'on s'arrête à ce niveau-là. On s'arrête à ce niveau.
On termine la prochaine fois. Là, on est arrêté sur le slide 49. Comme ça, la prochaine fois, je termine. Je pense que c'est bon. J'ai déjà mis beaucoup plus de temps. Pour la semaine prochaine, en fait, nous avons la prochaine séance, c'est quand? C'est le vendredi, c'est ça?